Imaginez un instant la scène. On se trouve face à un colosse de pierre, un truc de 50 tonnes, dressé sur une île perdue en plein milieu de l'océan Pacifique. L'île de Pâques, évidemment. Ouais, exactement. Et à l'arrière de cette statue géante, il y a un symbole caché, un motif super complexe gravé dans le dos. Et si on prend ce motif et qu'on le fait pivoter de 90 degrés, la géométrie se transforme complètement. Ça devient quelque chose de très anatomique. C'est ça, hein. Le schéma abstrait devient une bouche, des lèvres de pierre. Et selon certains textes anciens, à cet instant très précis, la statue n'est plus juste un bout de roche taillé. Elle commence à parler, à dialoguer avec la constellation d'Orion. C'est une image tellement puissante. Ah, mais c'est fascinant. Aujourd'hui, on va déconstruire cette idée reçue selon laquelle les mégalithes, les monuments antiques, c'était juste de gigantesques pierres tombales ou, je sais pas, des hommages à l'ego de rois oubliés. Tout à fait. Et pour cette exploration en profondeur, on va analyser un ensemble de textes vraiment audacieux, tirés du livre de Maurice Guidian. Son livre s'appelle « Sur la piste des anges non identifiés ». Un titre qui annonce la couleur, hein. Ah ben c'est clair. Et la théorie de Guigan, c'est que l'humanité n'a pas attendu les câbles en cuivre, l'électricité ou nos antennes paraboliques modernes pour essayer de capter les messages de l'univers. Donc, ils auraient utilisé la pierre. Exactement. La matière la plus dense à leur disposition. La chair même de la planète. Pour en faire un récepteur cosmique carrément, hein. Un instrument pour capter ce qu'il appelle le verbe vibrant. Bon, avant d'aller plus loin, je fais une petite pause, c'est super important. Notre mission aujourd'hui, dans cette plongée au cœur de ces sources, c'est pas de valider scientifiquement ces hypothèses. Je tiens à le préciser pour ceux qui nous écoutent. Oui, il faut être très clair là-dessus. Voilà. Guingamp s'éloigne volontairement du cartésianisme. Il se base sur des traditions initiatiques, des nombres sacrés dans l'ésotérisme, des trucs très pointus. Et nous, on veut examiner l'architecture de cette pensée de manière totalement impartielle. C'est un système de pensée avec sa propre cohérence interne, et c'est ça qui est intéressant à décortiquer. Absolument. Alors, par où on commence? Eh bien, le point de départ, c'est un constat psychologique sur l'homme primitif. Les textes nous décrivent une humanité originelle qui est face au silence insondable du cosmos. Un silence terrifiant, j'imagine. C'est le mot. Et pour rompre cet isolement, l'homme ne s'est pas juste contenté de prier en levant les yeux. Il a arraché des blocs pesant des dizaines, des centaines de tonnes pour les dresser vers les étoiles. L'idée clé ici, c'est la résonance. La résonance de la pierre. Oui, un cromlech ou un temple circulaire, ce serait pas passif. Avec sa masse colossale, ça agirait comme une caisse de résonance, un amplificateur pour capter les fréquences célestes. Tu sais quoi, ça me fait direct penser à la physique moderne. Parce que bon, aujourd'hui, on sait très bien que des pierres comme le quartz ont des propriétés piézoélectriques. Ah, l'effet piézoélectrique, oui, bien sûr. Mais ouais, si on applique une pression sur un quartz, ça génère une charge électrique. C'est pour ça qu'on en a dans nos montres ou nos radios pour stabiliser les fréquences. Du coup, en lisant ces textes, je me suis demandé, Si les anciens n'avaient pas compris ça intuitivement, c'est ça. s'ils n'avaient pas perçu, genre de manière empirique, cette capacité du minéral à résonner avec des énergies invisibles. C'est une excellente comparaison. Et d'ailleurs, là où la théorie devient vraiment captivante, c'est qu'elle ne s'arrête pas aux géants de pierre. Elle se penche aussi sur un objet minuscule. Ah oui, la fameuse pierre de Villekrose. Exactement. C'est une découverte faite par Guingand et un ami à lui dans le sud de la France, près de Draguignan. Il trouve sous des broussailles une pierre qui fait à peine une quinzaine de centimètres. C'est tout petit. Très petit. Mais l'ingéniosité, c'est sa mécanique. C'est pas un simple galet. C'est une pierre articulée, en deux parties, qui s'emboîte avec un système de tenons et mortaises super précis. Et les motifs dessus sont dingues. D'un côté, t'as une tête d'animal, genre un bœuf ou un cheval avec une crinière. De l'autre côté, un vieillard barbu avec un capuchon. Et au dos, une femme qui porte un enfant. Franchement, quand j'ai lu ça, j'ai pensé, ok, c'est un couteau suisse céleste de l'époque pré-celtique, quoi. C'est une belle image. Mais bon, je fais l'avocate du diable. Est-ce qu'on n'est pas juste face à un calendrier agricole primitif? Genre un jouet ou un outil pédagogique pour apprendre les saisons aux enfants, plutôt qu'un outil de communication cosmique? C'est l'objection la plus naturelle, en effet. Mais selon Guingamp, l'analyse mathématique de l'objet rend cette hypothèse un peu faible. Le mystère, c'est l'emboîtement. Peu importe comment on positionne la pierre mobile, l'angle d'inclinaison des figures reste invariable. Toujours le même angle. Toujours. Et cet angle n'est pas du tout aléatoire.
il est de 77 degrés. Attends, pourquoi 77 degrés précisément? Pourquoi on appelle ça un angle de vie extraterrestre dans les textes? Eh bien, dans cette grille de lecture ésotérique, mécaniquement, 77 degrés, ça permet à l'objet, posé à plat dans le sud de la France, de compenser exactement la courbure de la Terre à cette latitude. Ah ouais, d'accord. Ça aligne la pierre sur le plan de l'écliptique, là où passent les constellations. C'est un calculateur analogique, en fait. Donc les symboles ont un sens astronomique. Totalement. La femme à l'enfant, c'est la fin de l'été, les moissons. En face dans le ciel, t'as Pégase, le cheval, d'où la fesse animale. Le vieillard, c'est Hercule, le printemps. Garder cet angle de 77 degrés prouverait une intention de se synchroniser avec l'harmonie du cosmos. Ok, donc si je résume. On a ce petit mécanisme de 15 cm qui utilise une géométrie hyper complexe pour se caler sur les étoiles. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand on applique ça à des monolithes colossaux? Comment ça marche avec une masse énorme? Pour comprendre ça, il faut aller à l'autre bout du monde, là où la pierre a été poussée dans ses limites de gigantisme absolu. On retourne sur l'île de Pâques. Voilà. Guingamp s'appuie beaucoup sur les travaux de l'explorateur Francis Mazières. Et le concept clé ici, c'est celui de lithomage. Lithomage, donc pierre médium, si on traduit littéralement. C'est exactement ça. Selon un vieux sage local nommé Very, les moaïs ne sont pas de simples statues commémoratives. Ce sont des éléments de puissance créés pour s'activer vibratoirement avec les champs magnétiques terrestres. Et secret, c'est là qu'on en revient aux hiéroglyphes dont je parlais au tout début. Ce motif dans le dos d'un vieux moaï. Je suis fascinée par ce truc. Au centre, 2 cercles pour le soleil. Au-dessus, 3 arcs de cercle pour les solstices et équinoxes. Tout à fait. Et ce grand M majuscule par-dessus qui sert de viseur pour regarder la Lune, la Croix du Sud et Orion. Et là, paf, tu tournes le schéma à 90 degrés et ça devient des lèvres. C'est là que ça devient bluffant. La topographie du ciel devient anatomie. Le moaï gagne un organe de parole. Le motif devient le siège du verbe. Ouais, la statue écoute pas juste les étoiles, elle leur parle. Mais pour ça, il y a une histoire d'angle aussi, non? L'inclinaison du dos, du nez. Oui, tout est taillé selon un angle invariable de 40 degrés sur ces géants. 40 degrés? Et ça sort d'où ce chiffre cette fois? Alors, accroche-toi aux mathématiques ésotériques. L'axe de rotation de la Terre, c'est environ 24 degrés. Ok, 24. La statue demande 40 degrés. La différence, c'est 16. Et dans le système de Ginga, le nombre 16 est lié à la matérialisation, à la manifestation physique. Ah, je vois où il veut en venir. Voilà. En ajoutant ces 16 degrés de connexion cosmique aux 24 degrés terrestres, tu obtiens 40. L'idée architecturale, c'est de créer une déviation volontaire pour capter la fréquence et l'ancrer dans le sol de l'île. Mais c'est une antenne parabolique en fait, hein. Une immense parabole en tube volcanique. Et on sait très bien qu'une antenne, si elle n'est pas pointée millimètre par millimètre vers le satellite, elle capte rien. Il faut une mise en phase de malade. C'est ça. Et les ombres du Soleil servaient justement à moduler ce récepteur selon l'heure. Mais alors attends, ça soulève un gros problème d'ingénierie, ça. Que se passe-t-il si la parabole tombe? Si le moaï est renversé ou cassé par un séisme? C'est une excellente question. Et c'est ce que les textes appellent la polarité inversée. Quand un mégalithe est bien dressé, il capte et diffuse du positif. Mais s'il est brisé ou couché, la géométrie s'enraye. Et donc? La polarité s'inverse. Le capteur bénéfique devient un émetteur de perturbations. Ce qui protégeait l'île devient une véritable malédiction. Un court-circuit cosmique géant. Exactement. Et ça explique une anomalie topographique majeure sur l'île. Laquelle? Les secteurs nord-nord-ouest et est n'ont absolument aucune statue qui regarde dans cette direction. Ah bon? C'est vide, complètement vide. Et astronomiquement, ces directions pointent vers des zones de l'écliptique qui n'ont aucune constellation majeure. Pointer un lithomage vers le vide, c'est comme allumer une radio sans aucune station. Ça capte que des parasites. Pire, ça ouvre un canal à des forces aléatoires. Le vide est vu comme un danger mortel. Franchement, c'est brillant comme explication interne. Ça montre que ces civilisations insulaires utilisaient la masse et les maths pour s'aligner sur l'univers. Mais du coup, je me demande, est-ce que cette géométrie sacrée, ça se limite au Pacifique? Pas du tout. Selon Guingand, ce langage est universel. Si on revient vers le bassin méditerranéen, on retrouve la même obsession, mais appliquée au corps humain cette fois. Le corps comme étalon de mesure? Oui, l'accoudé par exemple, qui traduit les proportions cosmiques. Le chiffre 5 lié au pentagone humain avec les 4 membres et la tête.
Les dieux n'étaient pas sculptés pour faire joli, ils intégraient la latitude et la grille céleste dans leurs proportions. Et ça m'amène direct à la fameuse statue de Roquepertus au musée Borelli à Marseille. L'exemple parfait. Pour ceux qui visualisent pas, c'est une statue gauloise sans tête, assise en tailleur. Et son plastron, son armure, c'est pas juste lisse, c'est un quadrillage géométrique hyper strict. Vas-y, décris-le. T'as une ligne de 6 carrés, puis 2 carrés en dessous, puis un carré central, et ça se termine par un losange. Et le truc de fou, c'est les proportions. Si tu lui remets une tête virtuelle, la hauteur fait pile 3 fois la largeur, ce qui nous donne une surface corporelle de 7 carrés et demi en tout. Et c'est là que les maths opèrent. Si on dit qu'un carré représente 24 degrés, l'inclinaison de l'axe terrestre dont on parlait tout à l'heure, Ouais. 7 carrés et demi multiplié par 24, ça donne exactement 180 degrés. 180 degrés, la moitié de la voûte céleste. Tout le ciel visible. Le sculpteur a littéralement cartographié la demi-sphère du ciel sur le torse de la statue. Le dieu porte la mécanique stellaire sur sa poitrine. C'est quand même incroyable. Il y a aussi cette autre statue dans le même musée, le dieu à double visage, Janus ou Hermès. Oui, avec les crânes asymétriques. Voilà. Les crânes sont super allongés, genre presque déformés, mais c'est pas une erreur de l'artiste. La courbure d'un des crânes suit la trajectoire elliptique du soleil au solstice d'été et l'autre crâne suit la trajectoire du solstice d'hiver. La roche est modelée pour devenir une réplique tangible des cycles du temps. Bon, alors, j'adore tout ça, mais à ce stade, mon esprit critique clignote en rouge, faut que je le dise. Oh, la pareidolie là. Exactement. Le cerveau humain, c'est une machine à trouver des motifs partout, même là où il n'y a rien. On voit bien des visages dans les nuages, quoi. C'est sûr, le risque de surinterprétation est énorme. Bah oui, est-ce qu'on est absolument certain que les 6 carrés, puis 2, puis 1 sur le plastron gaulois, c'est pas juste la mode militaire de l'époque, l'armure tendance de la saison, au lieu d'une équation à 24 degrés pondue par un artisan qui voulait juste finir sa commande? C'est une prudence indispensable. Mais la défense de Guingamp face à ça, c'est la loi des probabilités, la récurrence statistique. Comment ça? Ce qu'il frappe, c'est de retrouver des angles diaboliquement précis. Les 77 degrés de Villecrosse, les 40 degrés de l'île de Pâques, les 24 degrés en France, et ce, dans des ères et des cultures qui ne se sont jamais croisées. Ah, l'argument du hasard qui ferait trop bien les choses. Voilà. Pour lui, une telle récurrence ne peut pas être un simple choix esthétique ou vestimentaire. Ça pointerait vers un savoir partagé par des initiés, un langage mathématique universel pour traduire l'invisible dans la pierre. C'est ça le vrai truc intéressant. Même si on n'y croit pas à 100%, ça bouleverse complètement notre façon de regarder l'art antique. Totalement. Je veux dire, demain, tu vas dans un musée archéologique, tu regardes plus une simple sculpture primitive, tu observes une tentative vertigineuse de haute ingénierie mathématique. L'objectif ultime, c'était de capturer la vibration de l'univers et de la figer dans la matière. C'est beau. On a commencé notre discussion au niveau du microcosme, avec la petite pierre articulée de Villecroze, ce petit condensateur caché dans la brousse. Puis on a zoomé sur le macrocosme de l'île de Pâques avec les antennes colossales pointées à 40 degrés pour éviter le vide cosmique. Et on a fini sur le corps humain avec Roquepertus qui cartographie les 180 degrés du ciel. Ça nous dresse le portrait d'une humanité ancienne, complètement obsédée par l'idée de synchroniser la matière terrestre avec les étoiles. Et la conclusion de Guingamp là-dessus, c'est un avertissement pour nous aujourd'hui. Il affirme que l'électricité, nos technologies, nos réseaux artificiels, tout ça, nous a rendus sourds. Sourds aux résonances naturelles. Exactement. Les fréquences originelles seraient noyées sous le brouhaha incessant de nos propres ondes hertziennes. On a perdu cette capacité de perception. Ça laisse carrément songeur. Et d'ailleurs, ça m'inspire une dernière réflexion juste pour boucler tout ce qu'on vient de voir. Je t'écoute. Si on part du principe que nos ancêtres soulevaient des montagnes pour tailler des pierres avec des angles parfaits de 40 ou 77 degrés, tout ça pour capter le logo céleste, eh ben, qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? Avec nos bâtiments modernes, Ouais. Tous nos immenses gratte-ciels en verre, en acier, construits sans aucune conscience de cette géométrie sacrée. Quelles ondes ou quels signaux cosmiques on est en train d'émettre, ou pire, de bloquer aveuglement en ce moment même. ça donne une toute autre dimension au silence de nos villes, c'est clair. De quoi regarder par la fenêtre avec un autre œil.